Du coup, l'intérêt de garder la feuille entière, c'est de préserver cet arôme-là. Du coup, quand il va être utilisé en cuisine, en infusion, c'est que ça se libère à ce moment-là. J'ai repris un modèle traditionnel comme faisaient les anciens par chez moi, c'est-à-dire que je fais 10-15 plantes, des plantes assez localisées, en disant si je paye mal quelqu'un, comment je peux lui demander de cueillir correctement la ressource. Du coup, c'est une plante qui est stressée, une plante qui est soumise à un certain nombre de contraintes et du coup qui est plus intéressante d'un point de vue principe actif, nutritif. Quantité qu'ils utilisent, on se dit mais finalement qu'est-ce qui était cher? Est-ce que c'est le produit que je paye pas cher où je dois en mettre beaucoup? Ou est-ce que c'est ce bon produit où je vais en mettre juste ce qu'il faut? Et d'un coup, ça va avoir une explosion aromatique. Je m'appelle Guillaume Bouguet, je suis fondateur de l'entreprise Florentin qui fait de la cueillette et de la transformation de plantes aromatiques sauvages. Du coup, oui, en fait, dans mon activité, parce que moi je suis de formation ingénieur en écologie et gestion de la biodiversité à l'université de Montpellier. Et du coup, en fait, l'activité elle s'est montée à la fois sur un aspect de production, de valorisation des ressources de plantes, mais aussi sur la connaissance de ces plantes. Du coup, à la fois de développer des méthodes durables de gestion de la ressource, de transformation de la ressource et d'amélioration, si possible, de la connaissance de ces ressources. Du coup, ça a donné lieu en fait à des collaborations avec le CNRS, avec l'INSERM, avec la faculté de pharmacie, où j'ai plus un rôle en fait un peu de sourcing, de connaissance de la plante dans son biotope. Et du coup de pouvoir fournir des échantillons, d'amener cette approche plus d'écologie aux chercheurs qui eux après là vont faire plus ces aspects d'analyse, être vraiment sur une approche plus pointue scientifique. Moi ce qui m'a intéressé au départ, c'est que je cherchais un peu des métiers pour valoriser et participer un peu à la préservation de la garrigue. C'était un peu le point de départ, parce que je suis d'ici, du coup c'est un milieu qui m'a toujours parlé. Et en fait, c'est par une rencontre avec un petit papy cueilleur, un petit peu par hasard, mais quelqu'un qui avait fait de la cueillette toute sa vie et qui m'a parlé un petit peu de son métier. Du coup, je me suis orienté au train de mes études. Du coup, lui était spécialiste cueilleur de thym. C'était vraiment, toute sa vie, c'était le thym. Et du coup, j'ai orienté mes études sur la connaissance de la biologie, de l'écologie du thym. Du coup, oui, c'était la rencontre avec ce papy cueilleur qui m'a transmis le métier. La formation en écologie sur le thym et du coup ça a été après de vouloir faire de la cueillette de thym en tant que métier. Du coup là il y a eu quand même un challenge au démarrage puisque j'ai créé l'entreprise en 2012, mais il y a eu 5 années de préparation du projet puisque je suis passé par différentes structures en innovation sur Montpellier. En innovation pure, en innovation en économie sociale et solidaire, pépinière d'entreprise. Il y a eu tout un long accompagnement pour construire le projet parce que l'idée c'était vraiment de faire que de la plante sauvage. Du coup c'était quelque chose qui était un peu plus compliqué quand j'ai démarré parce que c'était pas vraiment un métier qui était reconnu en tant que tel. Les agriculteurs sont reconnus, les cueilleurs c'est un métier qui n'a jamais eu vraiment de reconnaissance. C'était toujours pratiqué par les personnes qui n'avaient pas de terre, les pauvres, les immigrés. C'était un peu considéré que l'agriculteur qui avait une terre, il avait une certaine richesse. Le cueilleur, c'était un peu, lui donne autorisation, tu peux aller cueillir du thym. Ça ressemblait un peu à ça le cueilleur pendant pas mal de siècles, près de 1000 ans par ici. Et du coup, j'ai eu cette démarche de vouloir revaloriser un peu ce travail de cueillette et de le moderniser, que ce soit par toutes les techniques qu'on peut avoir de transformation et par la connaissance de la plante. J'ai repris un modèle traditionnel comme faisaient les anciens par chez moi, c'est-à-dire que je fais 10-15 plantes, des plantes assez localisées. C'était un choix qu'ils faisaient parce qu'à l'époque ils se déplaçaient assez peu. On n'avait pas les voitures, autant de facilité à aller faire plein de plantes. Du coup, je choisis de faire moins de plantes pour justement pouvoir mieux les suivre, mieux repérer les sites. Et du coup, j'ai un aspect déjà de sélection des zones sauvages qui m'intéressent, du coup certifié bio, parce que c'est déjà un gage, je veux des sites qui soient loin des sources de pollution éventuelles. L'intérêt de travailler sur la plante sauvage, c'est que c'est la plante spontanée. C'est vraiment la plante qui pousse naturellement dans son biotope. Du coup, c'est une plante qui est adaptée à son milieu, qui va avoir développé en fait tous ses principes actifs, tout ce qui va toucher aux arômes, qui les a développés pour se développer dans son environnement, pour se protéger contre la chaleur, pour attirer les pollinisateurs. Du coup, c'est une plante qui est stressée, une plante qui est soumise à un certain nombre de contraintes et du coup qui est plus intéressante d'un point de vue principe actif, nutritif.
Du coup, moi, le travail que j'ai, ça va être de sélectionner des sites et puis d'aller en fait récolter de façon durable les plantes, c'est-à-dire récolter ce qu'elles peuvent me donner et du coup ensuite ramener ces plantes à mon atelier pour faire le séchage, le battage, le tamisage pour obtenir un produit fini débarrassé des impuretés. Les plantes en fait elles vont produire un certain nombre de molécules, donc antioxydants, effectivement les huiles essentielles, et ça c'est des molécules qu'elles produisent pour se protéger du stress de leur environnement. Du coup ce stress il est multiple puisque ça va être la chaleur, ça va être la sécheresse, ça va être se protéger contre des herbivores, se protéger contre des parasites, mieux attirer des pollinisateurs. Du coup la plante dans son environnement, elle ne peut pas comme un animal se déplacer, il faut qu'elle fasse avec ce qu'elle développe elle-même. Du coup l'intérêt de la plante sauvage dans son biotope, c'est qu'elle va se charger dans tous ses principes actifs, contrairement à une plante de culture qu'on va beaucoup accompagner, qu'on va arroser, qu'on va aider, on va enlever toutes les herbes concurrentes, etc. Et du coup, quelque part, la plante, elle devient un peu plus flemmarde. Elle va faire beaucoup plus de production de matières végétales, mais qui seront souvent moins chargées dans les antioxydants, dans les huiles essentielles. Et du coup, moi, après, ce qui m'intéresse dans les sites, c'est des sites où il va y avoir une certaine densité de population de plantes. C'est-à-dire que si j'ai un pied de thym tous les 10 mètres, pour un cueilleur, ça ne va pas être intéressant. Du coup, il faut que la plante soit vraiment présente en relativement quantité. Et après, il va y avoir tout l'aspect de gestion, du coup, effectivement, de cueillir la plante au bon stade. Alors pour certaines, effectivement, on va être vraiment sur la fleur, comme la lavande aspic. C'est vraiment au moment de la floraison, il n'y a pas d'autres périodes où on va récolter. Là, en général, quand je cueille des plantes en fleurs, souvent je ne les cueille pas tout de suite dès que ça commence à fleurir. Je laisse un petit temps de floraison de façon à ce que les pollinisateurs puissent faire un peu leur travail, qui est éventuellement le début de la production de graines, qui quand sera récolté, on va peut-être participer aussi à la dissémination un peu des graines. Il va y avoir après vraiment cet aspect de récolter la plante correctement. Ça c'est vraiment la partie la plus importante, c'est-à-dire que c'est la repousse, par exemple sur le thym, ce que je pourrais montrer un peu plus en détail, pour laisser à la plante de quoi se régénérer, de quoi se redévelopper et que je puisse retourner cueillir sur le même site, sur les mêmes plantes, peut-être l'année d'après, peut-être quelques années plus tard. Et c'est comme ça qu'on peut travailler sur des sites qui ont été exploités pendant des siècles par d'autres cueilleurs, parce que en gérant bien la ressource, on arrive à maintenir ce renouvellement. Une fois que les plantes sont cueillies, donc elles sont fraîches, elles sont ramenées directement à mon atelier. Là, elles sont placées au séchoir. Du coup, je fais un séchage par dessiccation-conservation. Donc j'ai un séchoir qui génère de l'air sec, basse température, qui va traverser les plantes fraîches, se charger d'humidité. L'humidité va être extraite de l'air et du coup, je vais sécher mes plantes à moins de 42 degrés, ce qui permet de préserver bien tous les principes actifs de la plante. Et je vais les sécher rapidement, 48-72 heures, mais à des températures pas trop élevées. Du coup, là, je vais avoir le changement de forme de la plante. Je passe du frais au sec. Ça, c'est une étape extrêmement importante parce que, par exemple, sur une plante en fleurs, je vais conserver la couleur des fleurs. Je vais arriver à conserver la couleur de la plante la plus proche de celle que je vais avoir cueillie. Du coup, ça veut dire que la plante ne s'est pas oxydée. Et ça, c'est un intérêt. Ensuite, la plante, une fois séchée, alors pour le thym en l'occurrence, ou le romarin, la lavande aspic, la sarriette, ces plantes qui vont passer dans une petite batteuse, une mini moissonneuse batteuse. Là, je vais séparer la branche de la feuille-fleur, et du coup, je vais obtenir un produit qui va être l'essentiel des feuilles-fleurs avec des petites brindilles, des poussières. Et ce produit-là va passer dans une tamiseuse, c'est un système de grille vibrante avec des ventilations. Et là, je vais pouvoir séparer mes différents produits et obtenir à la fin un produit fini, donc les fleurs, les feuilles, avec moins de 5% d'impureté. Pourquoi est-ce que c'est important de sécher à basse température ? Si je monte à haute température, je vais avoir la plante qui s'oxyde. C'est-à-dire que si on monte trop en température, on va avoir tout un tas de molécules qui vont être dégradées pendant le séchage. Du coup, ça va se voir beaucoup sur des couleurs. Soit on peut avoir, si le séchage est mal fait, du développement de champignons, de choses comme ça. Du coup, tout un tas de choses qui vont dégrader déjà visuellement le produit. Et du coup, on peut supposer que si visuellement il n'est pas très beau, c'est qu'à l'intérieur, il y a eu aussi sûrement des soucis. Du coup, là, le travail, c'est de sécher rapidement parce qu'il faut stabiliser vite la plante, mais pas la stabiliser à trop haute température. Et ça, on va pouvoir garder effectivement antioxydants, les huiles essentielles, avoir vraiment tout ce qui est l'intérêt de la plante sauvage, de le garder pour pouvoir ensuite le mettre dans les mélanges féroces. J'ai décidé que toutes les plantes que je produisais, je les laissais en feuilles entières. Parce que dès qu'on va avoir
soit du broyage en poudre ou du concassage en petits morceaux. En fait, les huiles essentielles qui sont dans la plante, elles sont contenues dans des petites bulles qui s'appellent c'est des trichomes, c'est le nom, c'est des petites vésicules qui sécrètent et concentrent l'huile essentielle. Et ces petites bulles, elles sont à la surface de la feuille ou dans la feuille. Et quand on va passer ça au broyage, eh ben on va casser en fait ces petites bulles. Du coup, l'arôme va se libérer. Et du coup, si l'arôme il est libéré dans mon atelier, il sera dans mon atelier, il ne sera plus dans la plante. Du coup, l'intérêt de garder la feuille entière, c'est de préserver cet arôme-là. Du coup, quand il va être utilisé en cuisine, en infusion, c'est que ça se libère à ce moment-là. Et ça voilà, c'est essentiel de garder la feuille entière. Ça peut être effectivement un inconvénient, surtout pour le romarin, parce que ça fait des feuilles un peu plus grandes. Mais voilà, je pense que c'est mieux pour le consommateur d'avoir ce produit-là, quitte à le broyer un peu lui-même chez lui au moment où il l'utilise. Et voilà, il n'y aura pas toute la perte aromatique qu'il y aurait si ça avait été fait peut-être des semaines avant. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de surface en culture. Du coup, selon où la plante elle est cultivée, déjà voilà, elle ne va pas être dans un biotope qui est forcément aussi stressant. On va l'arroser. Il y a beaucoup de sélection qui a été faite aussi. Du coup, ça, on sait que trop de sélection peut générer un appauvrissement aussi génétique dans les plantes. On sélectionne pour des critères finalement plus humains parce qu'on veut que ça fasse beaucoup de matière végétale, on veut que ce soit très productif. Du coup, pour exemple, un pied de thym en culture, si on produit bien pendant 7, 8, peut-être 10 ans, voilà. Après, on arrache, on replante autre chose ou on replante la même chose. Un pied de thym, ça peut vivre peut-être 25 ans, 30 ans. Du coup, en fait, cette plante, c'est un peu comme de la vigne, c'est-à-dire qu'il va y avoir peut-être une forme de bonification dans le temps. Il y a des choses, voilà, en tout cas, on dit que cette plante va vivre beaucoup plus longtemps. Et après, il y a aussi un autre point, c'est que beaucoup de produits aujourd'hui sont issus de l'importation. Sur le territoire français, aujourd'hui, on va importer en moyenne, et ça, c'est valable depuis pratiquement le début du XXe siècle, il y a quasiment entre 600 et 700 tonnes de thym sous forme de feuilles qui sont importées chaque année. Et ces produits-là, ils viennent de partout sur la planète. Et ce n'est pas forcément des filières vertueuses, il y a même des filières où, par exemple, il existe à peu près 250 espèces de thym. Et il y a des espèces de thym dans d'autres pays, mais qui ne sont pas aromatiquement comme le Thymus vulgaris, qui est le thym qu'on trouve dans le sud de la France. Du coup, on se retrouve par exemple avec des thym au Maghreb qui sont des thym qui ressemblent plus des fois un peu à la sarriette. Du coup, on peut avoir des process où on va distiller le produit, on va le réaromatiser. Du coup, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont faites et au final, voilà, on sort un produit qui n'est pas qualitatif pour le consommateur. Sans donner, mais je sais que c'est des process qui se font et ça se voit parce qu'en fait, quand on regarde à la loupe binoculaire les feuilles de la plante, normalement sur une feuille de thym, je vais voir plein de petites bulles ambrées. C'est les fameuses cellules qui concentrent, sécrètent l'huile essentielle. Et là, on voit des petits creux, c'est-à-dire que le produit a été distillé. Okay. Du coup, j'ai un support de thym réaromatisé, peut-être à l'arôme de synthèse de thym. Oui, c'est bien du thym, mais voilà, qu'est-ce qu'on appelle thym du coup? Et puis après, il y a des produits, effectivement, mais ce qui me pose peut-être le plus de problèmes, c'est plutôt des aspects de filière. C'est de savoir que sur certains pays, en fait, on paye mal la ressource aux cueilleurs. Du coup, ils arrachent les plantes, ils cueillent trop, et du coup, on a des risques de disparition de certaines espèces. Et ça, je trouve qu'il y a un vrai enjeu là-dessus. C'est sur lequel nous, on a essayé de travailler aussi, l'aspect de rémunération équitable du cueilleur, en disant si je paye mal quelqu'un, comment je peux lui demander de cueillir correctement la ressource? Du coup, si je le paye bien, je peux avoir cette exigence de lui dire tu cueilles que la ressource. Mais si il cueille une petite partie, 5-10 cm sur la plante, et que je le paye une misère, son intérêt, ça va être de cueillir de plus en plus. Du coup, je vais avoir du bois et voire même, ce qu'on a pu constater, des fois, c'est les plants sont arrachés parce que ça va encore plus vite. Du coup, en fait, quand je fais la transformation, je génère des coproduits. C'est le terme qu'on utilise un peu aujourd'hui, qui est intéressant parce que c'est des matières en fait qui ne sont pas le produit noble, la petite feuille que je vais utiliser pour faire les mélanges. Je vais avoir des amas de feuilles, je vais avoir tout un tas de toutes petites feuilles, un peu de poussière. Du coup, j'ai une partie de ces produits-là que je vais distiller. L'idée c'était, comme il y a de la matière, il y a de l'huile essentielle dans ces produits-là, autant essayer de l'extraire. Et puis après, sur des parties de branches, j'ai tenté, j'ai pris un stagiaire pour travailler sur des possibles valorisations. Aujourd'hui, la plus simple, c'est de travailler avec
avec des maraîchers qui utilisent ça en paillage. Du coup, ils le laissent un peu pré-composter au soleil puis utilisent cette matière-là. Alors, ils en sont contents parce que ça améliore la qualité du sol et en plus, ça prévient de certaines maladies, en tout cas sur les tomates. Ils ont des observations qui sont plutôt intéressantes. Il y a de plus en plus de cueilleurs. Après, c'est un mouvement qui revient régulièrement. Après, c'est pas forcément facile d'en vivre. Du coup, il y en a passé le côté un peu, je dirais, bucolique du métier. Il y a une réalité économique qui se rappelle rapidement. Et du coup, on voit régulièrement des nouveaux cueilleurs qui souhaitent s'installer et pas tous n'arrivent à survivre au bout de 3 à 5 ans. Ce sont des personnes qui travaillent dur et quand on voit qu'on n'arrive pas à gagner correctement, je dirais au moins un minimum sa vie, bon bah à un moment donné on passe à autre chose. Du coup en France c'est quelques centaines de cueilleurs qui sont en activité je pense aujourd'hui. Je suis suffisamment loin de tout ce qui se passe pour avoir des garanties qu'il n'y a pas des polluants. J'ai pas de culture à proximité, je suis loin de gros axes routiers. Du coup voilà, si le fond, au fin fond de la garrigue c'est pas bio, je me demande où est-ce que c'est bio. Les troupeaux ils avaient ce rôle un peu de maintenir ouvert le milieu, c'est-à-dire qu'ils vont par le piétinement, ils vont apporter de la fumure aussi, ils vont manger tout un tas d'herbes. Pour le cueilleur c'est très intéressant parce que ils vont manger toutes les herbes qui moi sont pénibles. Quand je cueille, il faut que je trie tout un tas de petites herbes parce que plus j'en ramène à l'atelier, plus ça va être compliqué à trier. Du coup, ils mangeaient toutes ces petites herbes-là. Et effectivement, ils favorisaient une ouverture du milieu. Mais ils n'étaient pas seuls, ils étaient associés à d'autres métiers qui exploitaient le bois, qui exploitaient différentes ressources. Et du coup, il y avait toute une interaction de métiers qui ont fait que la garrigue était la garrigue. Est-ce qu'il y a un sujet que je n'ai pas abordé que tu aurais aimé, sur lequel tu aurais aimé t'exprimer ? Non, on a un peu abordé l'aspect gestion par le prix. Ça, je ne sais pas si c'était assez développé. C'est vrai que c'est un sujet que je trouve vraiment important de se dire que il faut que le cueilleur il soit payé correctement si on veut que la ressource soit bien gérée. J'ai encore des fois des demandes sur des prix au kilo de thym qui sont misérables. Et je me dis, mais ça, comment on peut vouloir un thym sauvage, bio, fait en France, etc. et pas pouvoir y mettre le prix. Et c'est ce qui se passe dans des filières dans d'autres pays. Et voilà, c'est ces produits qui sont importés. Quand on sait qu'on a produit dans les garrigues de l'Hérault pour l'année 1920, j'ai une source bibliographique qui dit qu'on a produit à peu près, ça faisait 2500 tonnes de thym frais équivalent par rapport à l'huile essentielle qui était faite. À peu près du coup 10 tonnes d'huile essentielle étaient produites, ce qui ferait 2500 tonnes de thym frais récoltés. Du coup ça pourrait déjà faire des apports assez énormes sur un produit en consommation de la France. Mais aujourd'hui, on a un système international où une partie du thym produit en France, on va dans d'autres pays. Du coup, on manque de thym, du coup, on importe du thym en France. Et voilà. Et surtout, moi, distillé et aromatisé en plus. Voilà. Après, je suis surtout aussi concerné par les personnes qui font ça. C'est-à-dire que quand je lis des articles, même de magazines, alors je sais que j'en ai en Algérie ou au Maroc, de personnes qui, parce qu'il y a surexploitation de la ressource, n'ont même plus assez pour cueillir pour eux-mêmes, pour leur propre consommation. On se dit, on en arrive là, en fait, dans ce système qui est un peu absurde. C'est-à-dire que les personnes, localement, ils n'ont même plus des fois la ressource pour eux-mêmes. Du coup, on se dit, peut-être qu'il faut se pencher un petit peu plus sur ce qu'on achète, d'où ça vient, comment c'est fait. Voilà, je pense que ça, c'est des choses importantes à remettre un petit peu au centre de nos consommations. On veut faire des économies en achetant un produit pas très cher. En tout cas, sur les plantes aromatiques, je l'ai souvent en retour. Quand je vois des clients qui diminuent par 2, par 3, par 4 la quantité qu'ils utilisent, on se dit, mais finalement, qu'est-ce qui était cher ? Est-ce que c'est le produit que je paye pas cher où je dois en mettre beaucoup ? Ou est-ce que c'est ce bon produit où je vais en mettre juste ce qu'il faut et d'un coup ça va avoir une explosion aromatique. Et du coup là il y a vraiment de retrouver ça, de réhabituer aussi son goût. Parce que je vois qu'il y a beaucoup de produits aujourd'hui, quand on goûte le vrai produit, on est perturbé. Parce qu'on s'est habitué à des choses qui n'avaient plus vraiment de goût, qui sont très normées. Enfin voilà, et ça le thym est un bon exemple là-dessus. Ouais, beaucoup on a une huile d'olive qui est riche en polyphénol, ça n'a rien à voir en termes de goût avec celle qu'on trouvait dans le commerce bio. Tu veux nous montrer un petit peu comment est-ce que faut passer à la cueillette, hein. Faut passer à la cueillette. Et oui, c'est comme ça que les clients qui viennent cueillir avec moi, ils font finalement ton thym il n'est pas si cher quand ils voient le mal de dos. Hop. Bon après ça t'entretient physiquement aussi.
Ça entretient un peu. Après, le mal de dos, c'est le mal de dos. T'as mal au dos? Quand on cueille, ouais, quand on se fait 3, 4 heures, 5 heures de cueillette, ça tire un peu le dos. J'ai un ami qui était venu une fois m'aider qui se disait « ça fait 1000 ans que c'est la même plante, c'est le même outil et c'est le même mal de dos ».